Merci, cher ami. C'est à mon tour aussi de remercier mon ami Jamal Abdelkader. On est au sixième colloque et je n'ai raté aucun, sauf l'an dernier, pour des raisons de santé. Et je suis ravi de continuer avec toi, cher ami Jamal. Alors, évidemment, sur le programme, il est mis Charibi Al-Mjid Agadir, mais je n'ai pas omis mon service, je suis toujours de Rabat. Heureusement que j'ai mis le logo du service à gauche pour qu'il ne soit pas couvert par le timer. Je remercie aussi Youssef Ktabi, le résident du service, qui m'a aidé pour la recherche bibliographique. Et on va parler de prédiabète dans un parterre essentiellement fait d'endocrinologues, mais aussi d'internistes et de généralistes, je suppose. Alors, qu'est-ce que c'est que le prédiabète? Et j'ai toutes mes diapositives pratiquement sont en anglais. Comme ça, vous avez les diapos en anglais, vous avez la bonne traduction. Et donc, le prédiabète, c'est ni normal, ni diabète, tout simplement. Et lorsqu'on connaît les valeurs normales et la définition du diabète, on sait ce que c'est que le prédiabète. Alors, vous avez là, évidemment, je n'ai pas de pointeur, mais ce n'est pas grave, les valeurs soit de la glycémie à jeun, soit de la glycémie post-charge glucosée, soit de l'hémoglobine glyquée qui est maintenant validée. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il y a une petite différence entre les définitions de l'OMS et de l'IDF, parce que pour de l'ADA, parce que pour l'ADA, déjà, une glycémie à 1 gramme n'est pas normale. Alors pour l'OMS, on peut aller jusqu'à 1,10 g. Alors les facteurs de risque, on le connaît tous, donc je ne les fais que les défiler. Et beaucoup de nous se retrouvent parmi ceux qui ont des facteurs de risque de diabète et donc de prédiabète. Et donc de dépistage qui doit se faire d'une manière régulière et soutenue, sachant que l'histoire naturelle de l'intolérance au glucose, qui bien sûr c'est une glycémie entre 1,40 et 2 grammes après 75 grammes de glucose, c'est-à-dire que dans les 10 ans qui suivent, seuls 25% redeviennent normaux, si on peut dire, avec des glycémies correctes, mais les 25% restent intolérants au glucose, alors que les 50% évoluent vers le diabète de type 2. Et là, je rejoins aussi, il y a beaucoup de facteurs épigénétiques, évidemment, qui font que cette évolution se fait plus vers les problèmes de dysglycémie que de la normalité. Bon, là, une autre étude ou méta-analyse qui dit à peu près la même chose. Donc, un état prédiabétique, c'est un diabète en puissance et il faut faire tout pour au moins maintenir l'état prédiabétique. Sinon, ce n'est pas impossible de revenir à l'état de normoglycémie autant qu'on peut. Alors, on a parlé tout à l'heure des scores de risque de diabète et de prédiabète, et le plus connu, le plus fameux, qui est utilisé par l'OMS, c'est le score FIND risque de finlandais depuis plusieurs années. Et il y a d'autres scores de risque, notamment celui de Framingham. Et là, on voit par exemple, parmi les variables les plus importantes, c'est une glycémie, par exemple, entre 100 et 126 mg par décilitre, avec quand même une cotation à 10, ce qui est très important. Bon, là aussi, on a une corrélation importante entre la valeur de l'hémoglobine glyquée, qui est maintenant, disons, reconnue comme paramètre de diagnostic du diabète sucré, mais aussi des états prédiabétiques. Et évidemment, au-dessous de 6,5, plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus le risque de diabète est donc élevé. C'est ainsi qu'une hémoglobine glyquée entre 6 et 6,5% équivaut à un risque de diabète de 25 à 50% dans les 5 à 6 années qui suivent, du moins pour cette méta-analyse regroupant 16 études. Alors, un mot, tout à l'heure on a parlé du pré-diabète. Alors, justement, avant d'être prédiabétique, il y a quand même des prédispositions, et soit des prédispositions génétiques, avec notamment un certain degré d'insulino-résistance, et notamment le tissu adipeux qui est une véritable
un véritable tissu endocrine, va sécréter un certain nombre de cytokines et d'hormones, faisant qu'il y a un certain degré d'apoptose de la cellule bêta et donc du diabète de type 2. Alors, puisqu'on m'a demandé de parler de la prise en charge, donc on va parler de prise en charge après cette introduction importante de définition et de risque. Tout à l'heure, mon ami Nizar a parlé du DPP, donc Diabète Prévention Programme, donc on en parlera. Mais d'autres études, bien sûr, disent que, comme on l'a dit tout à l'heure, que le prédiabète peut évoluer dans beaucoup de cas vers le diabète, mais, chose importante à connaître, ce qui est parfois oublié ou même méconnu par certains praticiens ou certains professionnels de la santé, c'est que, comme on dit qu'il n'y a pas de petit diabète, mais même le prédiabète, c'est un risque. Il représente un risque cardiovasculaire important, un risque de microangiopathie et un risque aussi de macroangiopathie. Comme on le voit ici, si par exemple le sujet normal, dit normal, a seulement 6% de risque cardiovasculaire, et que le sujet connu diabétique a 25%, mais il y a un continuum en fonction justement du profil de la glycogénation. C'est ainsi qu'un diabétique nouvellement diagnostiqué, on retrouve en moyenne qu'il y a 18% de ces diabétiques qui ont des problèmes cardiovasculaires et l'intolérance au glucose, qui parfois est méconnue, parfois elle est qualifiée de gentille, il y a quand même 12% de ces patients qui ont un risque cardiovasculaire qui est certain. Alors, quelle prise en charge justement pour le prédiabète? Et on a vu qu'il y a plus qu'une raison pour la prise en charge. Comme c'est un état prédiabétique, le plus souvent, c'est des mesures hygiéno-diététiques qu'il faut entretenir, bien soutenues. Et toutes les études qui ont été faites, comme on va le voir, ils ont prouvé le bien fondé des mesures hygiéno-diététiques, parfois même supérieures au traitement médicamenteux, en l'occurrence la fameuse metformine. Justement, le diabète prévention programme, qui a maintenant 20 ans d'âge, et qui a regroupé, enrôlé quelques 3234 patients, mais c'était une étude randomisée avec des bras. Alors, dans un bras, il y a bien sûr les mesures hygiéno-diététiques, mais en double aveugle, en aveugle, soit la metformine, soit une glitazone qui n'est plus commercialisée, bien sûr, pour des raisons d'intolérance, soit le placebo, toujours plus avec les mesures diététiques, mais soit des mesures hygiéno-diététiques soutenues, avec des objectifs de plus de 7% de perte pandorale et de plus de 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a vu donc pour ces trois bras? Évidemment, là, dans cette étude, la metformine a fait quelque chose quand même, mais les mesures, les changements de style de vie soutenus ont été supérieurs à la metformine. Vous voyez là, même s'il y a avec un suivi moyen de quelques 3 années, même s'il y a une diminution de la progression du diabète de type 2 pour la metformine par rapport au placebo de 31%, mais pour les mesures hygiéno-diététiques soutenues, c'était plus important, donc 50% de baisse de progression de diabète de type 2. Donc les mesures hygiéno-diététiques, comme le dit toujours mon maître Jaffiol, effectivement, sont très payantes, même si elles sont bon marché, pourvu qu'elles soient soutenues. Bon, vous avez là le graphe, effectivement, qui montre que la supériorité de la metformine, bien sûr, par rapport au placebo, mais aussi de mesures de changement de style de vie par rapport à la metformine aussi. Évidemment, là, ça confirme l'activité physique qui est plus importante chez les sujets qui ont été sous mesures hygiéno-diététiques soutenues. Là, la perte pondérale plus importante pour des mesures hygiéno-diététiques soutenues. Et là, du point de vue perte d'hémoglobine glyquée, même si à partir de la 3e année,
ça rejoint la metformine, mais quand même, c'est supérieur au placebo, bien sûr, mais aussi à la metformine. Alors, 10 années après cette étude, toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle l'effet mémoire qu'on a vu pour d'autres choses, comme l'étude UKPDS ou l'étude Advance. Là aussi, le maintien, justement, de la progression du diabète sucré, alors qui est deux fois plus, c'est-à-dire avantageux pour les mesures diététiques que pour la metformine, ce qui est important. Alors, l'étude finlandaise, je ne vais pas, disons, m'attarder, c'est le même design à peu près, c'est à peu près la même chose, et ça montre aussi que là, je pense qu'il n'y avait pas d'intervention médicamenteuse, il n'y avait que des mesures hygiéno-diététiques, et c'est très, très payant, la diète intervention, 50% de moins de progression du diabète, et que ce soit sur le poids, sur le tour de taille, sur la pression systolique et diastolique. Bon, l'Indian Diabetes Prevention Program, là aussi, le design est un petit peu différent. Il était pour dénombrer que les intolérances au glucose, mais il a montré des résultats similaires. Et la fameuse étude chinoise qui justement qui est un peu plus ancienne, qui a montré justement le bien fondé de la diététique et de l'exercice physique sur justement la progression de l'incidence du diabète sucré chez une population, mais c'est une cohorte suivie pendant quelques années. Alors justement, là c'est un résumé de l'ensemble des études qui ont été faites, et bien sûr, lorsqu'on dit études, ça sous-entend prise en charge de prédiabète pour justement prévenir l'apparition ou retarder au moins l'apparition du diabète sucré. Donc on a déjà cité des unes, mais d'autres ont essayé des interventions médicamenteuses, notamment par la carbose, notamment par le ramipril, notamment par les glinides et autres, par les sulfamides et autres. Et dernièrement, il y a un article récent de 2017 qui a justement fait appel effectivement à cette nouvelle famille de médicaments qui font intervenir l'effet incrétine, les inhibiteurs de TPP4 et même la liraglutide qui maintenant existe sous des formes de 3 mg et qui a donné aussi des résultats quant à la diminution de la progression, c'est ce qu'on appelle la conversion du prédiabète en diabète. Elle retarde cette progression, mais jusqu'à maintenant, selon les dernières recommandations ou le position statement de l'ADA, il n'y a que la metformine qui pourrait être donnée dans les états prédiabétiques, dans certaines conditions où il y a un facteur de risque majeur important, notamment un BMI qui dépasse 35 kg par mètre carré, notamment une macrosomie, notamment une dyslipémie. En dehors de la metformine et dans ces conditions, on n'a pas encore normalement l'AMM pour utiliser un certain nombre de produits, même si certaines études ont prouvé, disons, leur avantage quant à la conversion de diabète de type 2 vers prédiabète. Alors là, c'est une ordonnance particulière qui dit que même si on préconise 30 minutes d'exercice physique, mais on peut quand même accompagner ses enfants pendant 15 minutes, donc ça fait partie de l'activité physique, et peut-être faire un surplus d'activité physique, et si on fait 60 minutes, c'est encore mieux, et c'est payant, parce que même si ça n'agit pas sur le poids et l'IMC, mais ça agit sur la sensibilité à l'insuline, et donc sur l'amélioration de l'équilibre de la glycorégulation. Alors là, justement, mon ami Khalid Roubayan a parlé d'épigénétique. Voilà les Japonais qui ont commencé à avoir des obésités qui n'étaient pas connues, justement, du fait de cet effet épigénétique qui s'est transmis de génération en génération. Et comme on met la pyramide alimentaire qui est très bien diététique, qui est très bien connue des nutritionnistes et des diététiciens, on peut aussi proposer une pyramide de l'activité physique
en corollaire à la pyramide diététique pour justement inciter les enfants, les adultes, les sujets âgés à faire de l'activité physique relative en fonction, bien sûr, de leur capacité et bien sûr sous surveillance médicale. Et là, vous avez un jeune homme qui est svelte, qui fait de l'activité physique, mais je suis sûr que c'est une image un peu composée, parce qu'il est impossible qu'il fasse ce ski, ce bonhomme. Et bon, pour être complet, et puisqu'il ne reste que 5 secondes, je termine, on peut en discuter, par la chirurgie bariatrique qui parfois même être un traitement du prédiabète et même du diabète sucré. Merci beaucoup.